J'ai eu un parcours assez classique en vrai, prépa, école de co. Ça fait du bien de l'entendre ça. J'essaie toujours d'avoir la notion de plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a choisi une vie où on est indépendant, on est entrepreneur. C'est pas pour être malheureux. J'ai longtemps été dans la phase uniquement du rêve et là, j'ai décidé de passer à l'action. On entend quelqu'un qui fait la gueule au téléphone, et on entend quelqu'un de solaire. Et en fait, si vous n'avez pas la technique en cold call, je pense qu'une bonne énergie, ça peut vous faire avoir des rendez-vous quand Ça peut même vous sauver en fait. C'est un sport de faire du cold call. Il faut avoir des hacks, et je suis pas sûr que moi, les extravertis de base soient les plus armés pour tenir dans la durée. Un cold caller, il doit se casser la tête à comprendre ce que propose la boîte. Pas juste lire son script et le déballer. Non, va sur leur site internet, regarde les use cases. Je pense que le cold call, il y a une partie préparation qui est vraiment sous-cotée. Un commercial qui est fiable, c'est un commercial sur lequel tu peux compter et dans le sens long terme, tu vois. Aujourd'hui, vous avez une mouvance sur LinkedIn de dire « Ah, je travaille que 1 heure par jour, je travaille que 2 heures par jour ». Moi, je crois pas du tout en ça. Sur le cold call, je préfère faire 2 heures, mais avec de la cadence. Parce que je crois en l'état de flow. Jed, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Pleine forme. Pleine forme? Ouais, et toi? Bah on s'est échauffé avec un épisode juste avant, Ouais, donc je pense que là, du coup je pense que d'un point de vue phrasé on est pas mal là. Ouais, non, moi je suis en pleine forme. T'es en forme? Let's go. Ouais, full valeur Génial. pour ton audience. Merci beaucoup. Alors on part sur 35 formes habituelles, 35-40 minutes, on va voir un petit peu. Je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui, donc forcément je vais donner un petit peu de contexte, on travaille ensemble, on s'est connus depuis plusieurs mois, on a plein d'atomes crochus, que ce soit le cold call, le sport, le cinéma, bref, la liste est longue, on pourra en parler aujourd'hui. On a fait un épisode aussi sur ta chaîne, alors on sait pas quand il va sortir, soit vous restez à l'affût et il sort plus tard, soit il est déjà sorti, dans ces cas-là je mettrai le lien évidemment. Let's go. L'idée d'aujourd'hui c'est qu'on puisse comprendre aujourd'hui pourquoi nous aujourd'hui on travaille ensemble, pourquoi je t'ai invité justement sur le Callcast, qui est forcément un podcast sur le cold call. Toi ta vision du cold call, l'idée c'est qu'on parle cold call. Premièrement, est-ce que tu peux te présenter? Forcément moi je te connais, mais est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît? Alors mon prénom c'est Jed et c'est mon vrai prénom, donc déjà je démystifie, c'est pas un surnom, c'est même pas un nom de scène les gars. Donc voilà, je m'appelle Jed, je suis aujourd'hui sales coach et aussi cold caller, du coup uniquement pour Augustin et son agence, donc nulle part ailleurs les gars. Non mais je précise, je suis sales coach parce que j'aime la vente depuis toujours. Pour faire le parcours très très rapide, moi j'ai commencé la vente dans l'épicerie de mon papa, j'ai commencé à vendre des fruits et légumes, des paquets de chips, bref, tout le rayon épicerie quoi. Et donc j'ai adoré le contact humain, j'ai tout de suite eu un peu ce truc-là et j'ai voulu pousser ça, j'allais dire au plus haut niveau de la vente. Donc derrière, j'ai eu un parcours assez classique en vrai, scolaire, prépa, école de co. Ça fait du bien de l'entendre ça. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une phrase dont j'ai horreur et c'est vraiment la... Alors, il faut savoir que moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Atypique, ouais. Et en fait, quand la personne doit t'expliquer son parcours, il n'y a rien d'atypique. C'est juste qu'elle a fait un an sabbatique, genre en Australie. Non, ouais, arrêtez. On vous voit, tous ceux qui sont allés bosser 1 an en Australie, là. Ouais. Non, j'ai commencé, parcours hyper cool. Je suis un mec de Grenoble. J'ai fait toute ma vie quasi là-bas. J'ai beaucoup voyagé, mais scolairement, j'ai tout fait là-bas. Et j'ai commencé à travailler dans le recrutement, mes premiers postes, on va dire. Et donc, du coup, je recrutais des gens et je les plaçais. Donc, il y avait le côté commercial. J'ai commencé dans un petit cabinet indépendant où j'ai appris énormément de choses et j'ai découvert le cold call. On pourra s'en parler si tu veux. J'étais plus bras droit de la PDG, je faisais un peu tout. Mais du coup, j'ai adoré. Et du coup, j'ai voulu pousser. Je suis rentré dans une plus grosse écurie de recrutement qui s'appelle Hayes, H-A-Y-S, qui est un gros cabinet anglais. Et j'ai fait une année de dingue là-bas où j'ai eu des belles performances. J'ai découvert plein de côtés un peu techniques. Et je me suis régalé. Derrière, cabinet de conseil sur Paname. Donc, on est monté sur Paris. Et j'ai vendu de l'IT beaucoup, de la cyber, de l'intelligence artificielle à des grands comptes et notamment des comptes dans la banque et l'assurance. Je peux le dire, hein, c'était le groupe Crédit Agricole, mon gros client. Et ensuite, changement de vie total. Dans le sud de la France, start-up. Je commence comme sales dans une boîte qui s'appelle Savour, qui est dans la food tech. La boîte qui est fondée par un ami d'enfance, William, gros big up, qui est un ami et presque un mentor aussi sur plein de trucs. Et la boîte, elle a explosé. On a fait un boulot de dingue. J'étais, je crois, 2e commercial quand je suis arrivé. Aujourd'hui, la boîte, c'est 35 personnes. Et j'ai fini head of sales, une dizaine de commerciaux que je forme encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, juste du plaisir en barre. On a ouvert des pays et maintenant je suis sales coach. Je découvre cet univers un peu de LinkedIn game, etc. Et j'ai juste envie de me régaler à transmettre ma passion pour la vente. Tu as dit plein de choses hyper intéressantes. Ouais, bien sûr. On va faire une digression. Enfin, c'est même pas une digression. Tu as dit presque un mentor. On sent que quand tu
tu échanges avec les gens, tu as vraiment envie de leur partager des choses, tu as aussi envie d'apprendre aussi beaucoup de choses, tu as toujours cette notion de curiosité. Là, aujourd'hui, est-ce que tu as un ou plusieurs mentors dans ta vie? J'en ai plusieurs, c'est hyper intéressant comme question. J'ai forcément mes parents, et c'est pas juste pour citer mes parents, c'est-à-dire que j'ai un rapport qui est que j'ai mes parents le matin, le midi, le soir au téléphone, parce que je partage avec eux ce que je fais et que c'est des entrepreneurs. D'accord. Moi, ma mère, elle était femme de ménage, puis elle a monté sa boîte de nettoyage. Mon père, il était salarié dans une épicerie, puis il a ouvert son épicerie qui est devenue un bar-resto. Donc à leur échelle, c'était des entrepreneurs. Et donc, j'aime avoir leur feedback tout le temps sur ce que je fais, etc. Donc moi, mes parents, c'est des gros mentors. Et aujourd'hui, le mot mentor, moi je l'attribue à un ami qu'on a en commun qui s'appelle Basile, Basile Vierne, qui me permet de progresser, avec qui j'échange énormément. En termes de mentor, c'est ça. William, c'est mon ami, on est sur un pied d'égalité et il me conseille parce qu'il a déjà une aventure entrepreneuriale de malade. Mais voilà, c'est des mentors du quotidien. Et après, il y a des mentors qu'on connaît pas. Et moi, j'aime bien parler de ça et il y a des gens, moi, qui m'inspirent. Désolé de tomber dans le cliché, mais moi, des basketteurs type LeBron James, Kobe Bryant, ils me connaissent pas, hein, moi je les connais super bien, mais c'est des mentors dans tout ce qu'ils transmettent, tu vois, dans ce que j'aime. Et si je dois parler un peu mindset, je suis un gros fan de David Goggins. Ok. Ça on l'a en commun. Et donc voilà un peu mes mentors, quoi. T'as toujours cette vibe pardon, où t'as toujours le smile, t'as toujours la banane, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, etc. Pourtant, t'es aussi toujours dans cette quête de performance, notamment sur le cold call, notamment sur ce que tu vas transmettre auprès de tes coachés. Là, aujourd'hui, quels sont selon toi les bons moyens de trouver, parce que tu as forcément, moi aujourd'hui j'ai 26 ans, tu en as 29, tu as plus de maturité. Toi aujourd'hui, quels sont tes leviers ou peut-être tes red flags pour te dire ok, là je pense que d'un point de vue équilibre, je suis en train de le dépasser un petit peu, il faut que je puisse me retrouver aussi moi, tu vois. Ça c'est hyper intéressant, je veux pas dire de conneries. Je pense que c'est aussi beaucoup l'entourage, moi. D'accord. Je suis un extraverti, et qui dit extraverti veut pas dire je vais vers les autres tout le temps, mais je puise mon énergie avec les autres. D'accord. Et aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir une compagne qui me canalise beaucoup, tu vois, et qui me dit des fois, parce que, et je pense qu'on est assez pareil là-dessus, j'ai une personnalité assez extrême et obsessionnelle. Quand on fait du cold call, si j'ai pas pris un rendez-vous, je peux pousser et aller chercher plus d'appels, etc. Sauf que des fois, il faut savoir se dire, là man, tranquille, tu reviens demain, t'es meilleur. Et c'est un peu ça tout le temps. Donc, et j'essaie toujours d'avoir la notion de plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a choisi une vie où on est indépendant, on est entrepreneur. C'est pas pour être malheureux. Alors bien sûr, il y a des contraintes, il y a des obligations, mais je mets le plaisir avant tout. Et l'apprentissage, t'en as parlé. Moi, j'adore apprendre de toi. T'as dit qu'on a un écart d'âge. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que t'es entrepreneur. Moi, j'apprends des trucs, tu m'apprends des trucs. Et la notion, c'est le plaisir, l'apprentissage, et j'essaye d'éviter une notion qui m'est chère, qui est l'autodestruction. C'est-à-dire que je pense qu'il y a suffisamment de difficultés en dehors pour s'en rajouter soi-même, tu vois. Et donc, j'ai pas envie de me mettre de contraintes, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient de temps. Et après, voilà, le plaisir, tu vois. C'est bateau hein, comme réponse, mais j'aime prendre du plaisir dans ce que je fais. Et tu as parlé de sourire. Toi, tu es un peu comme ça aussi. Tu rentres dans un call, il se passe quelque chose, ça met de la vibe. Et j'aime être cette personne-là aussi, tu vois. Et donc, l'être, ça me fait du bien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Cette notion de solarité, est-ce que c'est quelque chose que tu apportes aussi dans tes cold calls ? Ouais, à mort. Ouais. À mort. J'aime bien dire aussi à mes coachés que quand vous êtes en cold call, la seule chose qui transpire, c'est votre voix. Et la seule chose qu'on peut entendre, c'est votre sourire. On entend quelqu'un qui fait la gueule au téléphone. Et on entend quelqu'un de solaire. Et en fait, si vous n'avez pas la technique en cold call, je pense qu'une bonne énergie, ça peut vous faire avoir des rendez-vous quand même. Ça peut même vous sauver en fait. Exactement. Et moi, j'ai été de la team au début, je mise 100% sur mon énergie. Et d'ailleurs, j'ai eu des très bons résultats, top performers dans plein de trucs, uniquement grâce à ça. Et même depuis peu qu'on travaille ensemble, où on cold call pour plein de boîtes différentes, j'essaie de muscler mon jeu, à être, notamment dans le mirroring, on s'en était parlé, et de se dire, bah là j'appelle une DRH, sans cliché, hein, Christine, 55 ans, qui me répond très calmement au téléphone, je ne vais pas arriver comme un bourrin sur l'appel. Oui, bonjour Christine, c'est Jed, voilà, je vous appelais pour... Et en fait, tu vois, ce truc-là, c'est muscler son jeu un petit peu. Mais ouais, être solaire, je pense que c'est la base. Et puis ouais, en cold call, c'est dur ce qu'on fait. C'est pas agréable. On rentre dans l'intime des gens, dans un moment de leur vie ou de leur travail, peu importe. Et donc, je pense que si tu arrives avec le sourire, avec cette énergie, bah, c'est plus facile de te faire rentrer dans la bulle du prospect, quoi.
Sur la notion de mirroring, tu as dit un truc. Moi, c'est potentiellement. Moi, c'est vraiment les leviers d'optimisation, entre guillemets. C'est les niveaux finaux, entre guillemets. Quand tu veux vraiment masteriser le game du call, forcément, il y a les bases, ça c'est évident. Bonne organisation, le script, le discours, l'accroche, nanana. Là, c'est vraiment les extra miles qu'on va aller chercher pour faire partie justement de la top catégorie. Et en fait, cette notion de mirroring, pour l'expliquer, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie notamment sur les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quoi? En fait, le cerveau humain fait confiance à ce qui va lui ressembler. Et donc, automatiquement, si moi aujourd'hui, je sais pas, j'ai des tatouages, je fais du sport, je vois quelqu'un qui a des tatouages qui fait du sport, forcément, mon cerveau, il me ressemble un petit peu, je l'aime bien. Ça, c'est le premier point. Et notamment, tu vois, sur cette notion de Christine, DRH, etc., il n'y a rien de pire quand toi, tu es de bonne humeur d'avoir quelqu'un qui fait la gueule au téléphone. C'est vrai. Mais il n'y a rien de pire quand tu fais la gueule, qu'il y a quelqu'un en face de toi qui déboule plein d'énergie, hello, bonne vibe, etc. Ça me fait vraiment penser, je sais pas si tu vois l'exemple que je te mentionnais, ça me fait vraiment penser quand toi, je sais pas, tu marches dans la rue, tu passes devant souvent ils rôdent auprès des gares. Je sais qu'Enzo en plus il a fait cette expérience. Les assos. Et ils arrivent, hey, salut, t'as pas des minutes. Toi, peut-être que je sais pas, tu vas au sport, t'es en mode vénère avec ta capuche, avec tes écouteurs, t'as du rap et tout. Et ils arrivent, non, j'ai pas des minutes. En fait, ça vient créer un point de friction parce que vous êtes pas sur la même planète à ce moment-là. C'est pour ça. Et toi, d'ailleurs, par rapport à ça, toutes les bases, là, c'est vrai que je les partage souvent dans les épisodes, tout le monde a partagé un petit peu les bases. Toi, c'est quoi? On a parlé du mirroring. C'est quoi les, entre guillemets, pas les conseils secrets, mais ces extra miles que personne ne va chercher sur la partie du call, qui pourtant bien maîtrisés, tu vois, vont te faire partie du top 1% des call-callers? Pour moi, c'est quelque chose qui s'appelle la posture et qui est très dur à définir. Souvent, on dit qu'il faut avoir de la posture quand on est en R1, donc en rendez-vous commercial, en closing. Mais je pense que la posture, elle démarre dès le cold call. Et la posture, c'est quoi? C'est de ne pas ressentir la pression du cold call et du résultat. Il ne faut pas que quand vous passez un appel, on sente que vous êtes là pour prendre un rendez-vous. Non, vous êtes là pour avoir une discussion sincère et prendre du plaisir avec la personne à échanger. Et en fait, dès que tu mets de la sincérité dans ton échange, il y a très peu de portes qui viennent à toi. Et si c'est une porte qui doit arriver, ma proposition de valeur, elle ne convient pas à ce que toi tu es, Augustin, c'est pas grave en fait. Et c'est normal de se dire, j'ai essayé, j'ai tenté, mais il faut venir avec la fameuse noble intention dont tout le monde parle, d'avoir une conversation. Pour moi, la clé que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il faut aimer discuter avec les gens. Et pas aimer prendre des rendez-vous, il faut aimer discuter avec les gens. Et quand tu aimes discuter avec les gens, que tu viens avec un but précis, en fait, il y a des choses qui en découlent. Et parfois, c'est de l'information. Un bon cold call, c'est pas toujours un cold call qui aboutit à un rendez-vous. C'est poser des graines et être capable plus tard d'aller récolter. Ok, ce call-là m'a permis de comprendre comment, chez Gertrude, il fonctionne en termes d'achat. Et donc voilà, tu vois, ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai ma vision du sujet. Je pense qu'on va se rejoindre, mais je te pose quand même la question. Et du coup, là, je suis curieux de ta réponse. Est-ce qu'il faut être extraverti ou est-ce que c'est plus simple d'être... Allez, j'ai tourné vraiment... Écoute comment je tourne ma question. Bien sûr. Est-ce que pour toi, c'est plus simple quand tu es extraverti de faire du call? Je pense pas. Ok. En vrai, je pense pas du tout. Ok. Parce qu'il y a une... en tout cas, à bon niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, vous pouvez faire du call. Le call, il y a une notion de fréquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sport de faire du call. Et en faire chaque semaine, 3-4 fois par semaine, il faut avoir des hacks. Et je suis pas sûr que moi, les extravertis de base soient les plus armés pour tenir dans la durée. Tu peux faire des coups, mais il y a une organisation qui est nécessaire, il y a un côté un peu militaire que je pense parfois un introverti et quelqu'un qui inspire presque plus confiance. Parce que le côté extraverti, il y a tout ce qui va avec. Tu as une tête de vendeur, tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà ce qui se passe, tu vois. Et je pense que l'introverti sera plus calme, plus posé et donc plus rassurant pour le prospect. Ok. Voilà ma réponse. C'est marrant parce que la manière dont là on fait l'épisode, du coup forcément vu qu'on travaille ensemble pour donner un peu de contexte, parfois on réécoute des appels, on se donne de la force, on se donne des tips. Et la manière dont là t'es avec moi, c'est la même manière du coup sur les appels. Oui. En fait, c'est un truc que tu fais. Je sais pas si tu le fais de manière consciente, exactement. Je sais pas si tu le fais de manière consciente, mais la manière dont tu poses tes mots, tu mets des tampons sur les mots importants. Exactement. Ça c'est un truc que je dis tout le temps. Je sais pas si je le fais de manière rassurante. Et là en fait du coup tu mets un petit temps d'arrêt, tu vas chercher une validation. C'est ça, tu vas chercher une validation quand tu fais ça. Mais du coup ce qui est ouf, et ça pour moi ça fait aussi partie de ces 100% de ces petits... Mais c'est presque indescriptible ce truc. C'est indescriptible parce qu'en fait ça c'est un truc que je partage. Et toi tu fais extrêmement bien. Vraiment c'est pour ça que tu prends aussi beaucoup de rendez-vous, ça c'est évident. C'est que si forcément ton discours va être linéaire, aujourd'hui je permets de ton prospect te fait chier. Par contre si effectivement, comme tu sais que c'est un jeu d'attention le call et tu sais que ça fait un petit peu les montagnes russes, tu vas monter, tu vas redescendre, etc. Quand tu vas envoyer ta proposition de valeur, moi c'est vrai qu'aujourd'hui je permets aux CTO des startups françaises et là tu peux enchaîner sur ton bénéfice en mettant des temps d'arrêt, là automatiquement derrière ton prospect. Ça c'est ouf, ce que tu dis je l'ai jamais conscientisé. C'est ça. C'est incroyable mais c'est totalement vrai et je m'en rends compte
Et l'exercice podcast, je trouve qu'il est bon pour ça, parce que du coup, tu te poses la question de qu'est-ce qui est important dans ma phrase. Et tu vois, et souvent, moi, quand je lis les scripts, parce qu'en fait, pour que vous compreniez aussi, tu peux arriver le jeudi matin et cold call pour une entreprise. Le vendredi, tu cold call pour une autre. Et la gymnastique intellectuelle, elle n'est pas la même. Et donc, du coup, tu peux vite te perdre, en vérité. Parce qu'il y en a un, c'est un DRH, l'autre, c'est un RRH. Bref. Et en fait, d'accentuer et de trouver dans ton script les highlights, tu sais, les mots qui sont importants. Et c'est les fameux mots qui sont XY, en fait, dans le script. C'est j'appelle les XY, donc les CTO, les DSI comme vous. Là, il va retenir, ah, ok, je parle avec quelqu'un qui sait qui je suis. J'ai déjà travaillé avec XYZ. Ah, il connaît mon secteur, c'est pas un appel au pif. Puis il a déjà fait ses preuves, le mec. Il me sort des grosses social proof, comme on dit. Et derrière, c'est ma proposition de valeur, c'est ça. C'est ABC. Et en fait, il se dit, ah ok, c'est intéressant. J'aurais adoré qu'on puisse échanger. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je mets beaucoup dans ma prise de rendez-vous. C'est je mets de l'émotion, moi. Et je trouve que d'ailleurs, c'est ce qui fait que le mur derrière du non, il n'est pas grave, tu vois. À notre niveau, avec humilité, on s'en fiche de prendre 100 noms dans la journée. Tu ne penses pas que c'est contradictoire de je mets de l'émotion justement dans ma voix, mais je le prends pas de manière tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens j'ai mis de l'émotion et en plus il m'a dit non. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu dis, mais moi dans mon sens à moi je le vois pas comme ça. Je sais pourquoi, parce que tu dis je mets de l'émotion dans ma voix, je mets de l'émotion dans mon action. Exactement. Mais derrière il y a pas d'émotion en fait. 100%. C'est ça en fait le truc. Mais c'est le masque qu'on met quand on fait du cold call. Voilà. Et ça alors il y en a beaucoup qui voient le côté masque comme une supercherie joue un rôle, un acteur joue un rôle. C'est un personnage. Et pour le coup, te mettre dans la peau de ton personnage, si toi derrière ça te permet justement d'avoir une meilleure accroche, d'avoir justement une meilleure phrase, un meilleur verbatim et de prendre des rendez-vous, mets-toi dans cette carapace, mets-toi dans ce costume de super-héros un petit peu. Et vous imaginez si je parlais à ma femme au quotidien, comme je parle dans mes cold calls, elle me tirerait des claques toute la journée. Chérie, tu peux faire la vaisselle, s'il te plaît. Pas du tout misogyne, les gars. Je fais la vaisselle à la maison. Mais juste pour dire, tu vas te prendre une balle perdue. C'est pas grave. Mais non, en plus, là-dessus, je douille. Mais non, mais franchement, c'est très vrai ce que tu dis. Et je l'avais jamais trop conscientisé en plus. Il y a une phrase qui est excellente, c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Très vrai. Pour moi, c'est une phrase que tu peux appliquer justement en cold call parce qu'il y en a plein qui vont dire oui, mais la forme est plus importante, etc. Le problème, c'est que là, c'est un truc que je me suis rendu compte au gré de ces années, c'est que même la meilleure forme du monde, la forme en cold call, ça va être quoi? Ça va être le niveau d'énergie. Ça va être vraiment la vibe, la motivation que tu auras justement, cette bonne vibe que tu auras dans ton appel. Tout ça, ça vaut littéralement rien si effectivement ta proposition de valeur, elle n'est pas alignée par rapport à une cible, etc. Et donc, tout ce fond, toi aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi le fond à travailler pour ensuite pouvoir se pencher derrière sur la forme? Et tu parles là du fond de l'appel? Ouais, le fond de l'appel. Alors, moi j'ai du mal, et du coup c'est pour ça que j'aime travailler avec toi, c'est que j'ai du mal à vendre des choses auxquelles je ne crois pas. Ok. Et ça a beaucoup caractérisé mon parcours professionnel. D'accord. J'aime croire en mon produit. Et je pense que je suis bon quand je crois au produit. Et donc tu vois, quand on découvre une boîte, et peu importe en fait que je sois client ou pas, on travaille avec des boîtes qui sont dans le BTP, dans le vétérinaire, bref. Mais en fait, je me dis, c'est stylé, ça doit aider des gens. Et quand je comprends qu'il y a une résolution au problème, donc la fameuse proposition de valeur, je pense que quand on a compris ce que proposait la boîte, on est capable de l'incarner. Et donc, pour moi, un cold caller, il doit se casser la tête à comprendre ce que propose la boîte. Pas juste lire son script et le déballer. Non, va sur leur site internet, regarde les use cases. Je pense que le cold call, il y a une partie préparation qui est vraiment sous-cotée. Au-delà de, on prépare nos listes, on prépare notre script, c'est vraiment... comment je me prépare. Et moi, j'ai même, si je peux partager ça, j'ai même une routine, moi, pour rentrer dans mes cold calls. Et toi, tu nous permets ça. On s'en est jamais parlé. Mais on se donne rendez-vous à 9h et pendant un quart d'heure, on déconne, on rigole, on se parle du planning de la journée, mais on interagit. Ça s'appelle l'échauffement social. Et donc, pendant 15 minutes, je monte en température j'échange avec des gens. Et donc, c'est obligatoire pour moi. Tu vois, de ne pas arriver sur mon premier appel de cold call et c'est la première personne à qui je parle de la journée. Pourquoi? Parce que je pense que l'énergie, elle doit arriver et monter. Conseil plus basique, mais commencez par les gens que vous devez rappeler, bien évidemment. Ça, c'est un classique, mais vous allez avoir moins d'objections, plus de facilité et encore une fois, vous montez en énergie. Moi, je vois le cold call un peu comme les sprinters. Les sprinters, ils atteignent leur vitesse maximale à la fin de la course. Tu vois? Et j'aime dire que tout ça, tous ces éléments-là, pareil, le script, vous démarrez votre session à 9h, ne découvrez pas votre script à 9h00. C'est impossible. 9h moins quart, simulez-le. Vous allez passer pour un fou, mais je vous assure que vous aurez des meilleurs résultats.
oui, bonjour, je voulais vous dire, pas juste, oui, bonjour, alors ma proposition de valeur, c'est ça. Non, mettez-vous en situation. Nous, on fait souvent dans nos coachings des role-play. Et souvent, ils me disent, ouais, mais là, c'est de la simulation. Je dis, ouais, mais si là, tu t'entraînes pas comme si c'était vraiment le match, ou que tu me sors l'excuse de, ouais, mais là, c'est fake. Non, chaque entraînement est une bonne excuse pour progresser pour le match. Et donc, du coup, moi, je vois le cold call comme ça. Et tous ces petits tips au quotidien, d'avoir ta liste préparée, même ton setup. Moi, j'aime bien. Il y en a qui aiment call debout. On rigole en interne de Djibril qui met des chaises sur des trucs, etc. Moi, je m'en fiche presque de la position aujourd'hui avec le recul. Mais j'aime être dans un cadre où je suis bien, où j'ai mon double écran, j'ai la tête du prospect sur LinkedIn, parce qu'on en débattait de ça. J'aime me dire que je parle à la personne. J'aime mettre un visage. Et peu importe que ce soit une personne de 50 ans, de 30 ans, mais j'ai l'impression que je peux créer une connexion au téléphone en la voyant. Et donc, du coup, mais ça, c'est des choses, je pense, qu'on partage tous les deux à 100%. Et là où certains ont peur. De mettre le visage du prospect. Ouais, de mettre un visage sur un prospect. Et ils veulent garder un truc anonyme. Moi, j'aime me dire, j'ai un vrai humain au bout du fil et je fais pas du démarchage à l'appel, quoi. Tu as dit un truc qui était hyper intéressant et je vais te poser la question du coup. Tu as dit que c'était important pour toi de croire au produit, croire au service, bref, croire à la proposition de valeur, qui pour le coup s'appelle une proposition de valeur, donc tu dois croire que ça apporte de la valeur. Première question, est-ce que pour toi, il faut forcément y croire? Donc est-ce que du coup, il y a des gens qui peuvent ne pas croire en cette proposition de valeur et quand même être bons? Et deuxièmement, tu te retrouves en coaching. Il y a, je sais que toi aujourd'hui, imaginons tu partages également cette information, que toi, c'est important pour toi d'y croire. Et là, il y a un commercial qui te regarde dans les yeux, il dit, écoute, moi, Jed, là, franchement, j'ai vraiment pas l'impression qu'on aide les gens. Je crois absolument pas au produit. Qu'est-ce que tu lui réponds? Là, c'est un truc qui est presque plus profond, c'est le pourquoi est-ce que je suis là, au final. Et moi, je distinguerais toujours le commercial qui a un job alimentaire et qui dit, bah, moi, je vends des oranges, pourtant, j'aime pas les oranges, tu vois. Et tu peux, toi, ne pas y croire, mais je pense que c'est nécessaire pour durer, en tout cas. Je dis pas un mec qui vient faire un mois d'intérim, etc. Pour y croire, pour perdurer, il faut croire en son produit parce que c'est le meilleur moyen de l'incarner. Et petit conseil que je peux donner aussi aux vendeurs, c'est que moi, si je travaille pour l'entreprise Augustin, j'aime à croire que la vente, elle se fait pas parce que je suis l'entreprise Augustin, mais parce que j'ai fait confiance aux vendeurs GED. Et donc, du coup, oui, vous vendez un produit, mais vous vous vendez vous-même. Et donc, ça, c'est aussi un petit moyen de contourner quand on a plus de mal avec le produit, c'est de se dire, ok, peut-être que ma solution tech, elle répond pas parfaitement aux enjeux, mais moi, je vais tout faire derrière pour mettre bien mon client. Tu vois, avec du care, avec du CSM un peu plus fort, etc. Et là, tu viens contourner ce truc-là. Et est-ce qu'on peut vendre des choses auxquelles on ne croit pas? Oui. Moi, j'ai eu besoin de manger comme tout le monde. J'ai vendu des trucs auxquels je ne croyais pas du tout. Toi, tu parlais de faire des flyers sur l'épisode et tout, mais j'ai vendu des soirées, des événements auxquels j'aurais jamais mis les pieds. J'avais besoin de manger. Donc oui, même sans y croire, tu peux vendre. Je dis juste que pour perdurer dans une boîte et même progresser dedans, c'est important d'y croire. Pour moi, sur ça, il y a deux moyens, tu vas dire ce que tu en penses. C'est que, à défaut justement d'être convaincu et à défaut justement d'être passionné par le produit, par le service que tu vas apporter, essaye de te raccrocher au résultat que tu vas apporter. 100%. Ça fait, excusez-moi pour le terme, ça fait bander personne. Un logiciel tech, ça fait bander personne. Un CRM, ça, sur le papier, il n'y a rien de sexy là-dedans. Par contre, la qualité de travail que tu vas apporter, le confort justement pour les utilisateurs, etc. et tout le game changer que tu vas avoir sur le résultat sur l'instant T, concentre-toi là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que tu as répondu. C'est pour ça que j'ai souri parce que je te rejoins à 300%. Si automatiquement, tu ne crois pas sur la proposition de valeur, dans ces cas-là, mais assure-toi que toute la relation commerciale que tu vas avoir, et en fait, c'est pour ça que tu travailles le matin, c'est pour ça que tu te lèves, c'est pour tout ce côté commercial. La vente, ça fait partie du travail, ça fait partie de tout ça. C'est le voyage aussi en lui-même. Et ce que tu dis, c'est aussi un grand malheur de notre époque, j'ai envie de dire. Moi, j'ai connu la vente dans l'épicerie où en fait, quand quelqu'un venait t'acheter pour 30 €, tu lui offrais quelque chose dans le magasin d'un montant de 3-4 €. Et en fait, mon père s'en rendait pas compte, mais il venait de me former à la fidélisation client et à la rétention client. Alors oui, on n'était pas en start-up, on faisait pas du freemium pour aller chercher un truc en plus, du MRR, etc. Mais en fait, il avait tout compris. Ok, vous venez d'acheter une bouteille de champagne, je vous offre les cacahuètes, les chips. Et en fait, je trouve que ça manque énormément dans notre commerce actuel, dans notre façon de faire du sales. Ce côté care sur le client. C'est-à-dire que pour moi, quand vous amorcez une discussion, on doit oublier le côté transactionnel. Ça doit être purement relationnel. Et vous devez être concentré sur faire en sorte que votre relation avec la personne se passe bien. Derrière, la transaction va venir très naturellement. Alors que si vous puez le gars qui vient vendre un truc et être dans la transaction, sur le long terme, c'est compliqué. Et c'est pour ça que des bons account managers sont des gens qui sont dans le relationnel.
plus que dans le transactionnel. Mais ça s'apprend. C'est OK, et quelles sont vos problématiques aujourd'hui dans votre entreprise? C'est comprendre le contexte de son prospect. Et ça, sur un cold call, vous allez peut-être avoir du mal à le croire parce que c'est très court, mais si vous avez suffisamment de culture G pour vous mettre à la place du prospect et les DRH, je connais leurs problématiques. Moi, j'imagine que vous, les sujets de QVT, d'absence, de congé, de planning, ah ouais, ça c'est vraiment compliqué. Et c'est pas un effort de dingue, mais pour autant, vous vous êtes mis et vous avez eu ce care, cette précaution de réfléchir à la personne, quoi. C'est important pour toi l'empathie pour un commercial? À mort. Et même dans la vie, tu vois. Moi, j'aime pas les gens pas empathiques, ni pas bienveillants. J'ai 29 ans, bientôt 30. J'ai la possibilité de choisir mon entourage. C'est pas grave. C'est pas grave. On ira faire un voyage en Turquie bientôt, les gars. On est plusieurs dans le wagon. Et on le sait, on les a vus hier. On les connaît, les gars. On les connaît, les gars. Et en fait, l'empathie, aujourd'hui, j'ai le luxe de choisir avec qui je travaille, quand je travaille. Et je veux m'entourer que de personnes avec qui humainement ça fit. D'accord. Je dis pas on va en vacances ensemble, tu vois, mais je sais qu'on est d'accord, je sais qu'on a les mêmes velléités et surtout quand on a quelque chose à se dire, ça va être dit avec bienveillance. Parce que tu vois, au jeu de sortir les muscles et de jouer le méchant, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire et surtout, il y a beaucoup de gens qui croient être capables de le faire. Vous n'avez pas les armes. La réalité, elle est là. C'est que selon ton background, de là d'où tu viens, vous n'êtes pas forcément armés, les gars. Mais la réalité, c'est que moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime travailler dans la bienveillance et vous allez dire bisounours encore une fois, mais j'aime kiffer avec les gars. Tu vois, il y a ton TJM, il y a combien t'es payé, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont intangibles et qui sont autour de ça. Et c'est une tranquillité d'esprit de bosser avec des gens où tu te dis, Gus, là, j'ai eu telle galère. C'est possible de... Ouais, gars, pas de souci. Tu me rattraperas ça là? T'inquiète, je sais. Et en fait, une notion qui m'est chère aussi, c'est l'empathie et la fiabilité. Un commercial qui est fiable, c'est un commercial sur lequel tu peux compter et dans le sens long terme, tu vois. Et pareil, dans ma vie, j'aime me dire, j'essaye d'être fiable au maximum et de m'entourer de gens fiables et empathiques, bienveillants. Si déjà un simple créneau de relance, tu n'es pas capable de le respecter, comment tu veux respecter justement les modalités d'un contrat? Tu as parlé de fiabilité, ça c'est un truc que ça fait un moment que justement ça résonnait en tête et je voulais voir ce que tu en pensais aussi. C'est cette notion, et je sais que en plus tu es hyper assidu toi sur tes relances, c'est ce qui fait tout. Ça c'est un truc que je partage tout le temps, c'est qu'en call call c'est les relances qui fait entre guillemets tout. Ça fait on va dire 80% du taf parce que tu vas additionner justement les prospects qui disent rappelez-moi à 14h et ainsi de suite. Donc ça c'est pour donner le tableau. Le problème, c'est qu'il y a potentiellement 9 commerciaux sur 10 qui, justement, cette relance où c'est le prospect qui va demander quelque chose, est-ce que là, je vais rentrer en réunion, est-ce que vous pouvez me rappeler demain à 14h, qui ne vont pas le respecter. Toi, aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi les bons leviers, justement, pour qu'un commercial s'organise? Est-ce que c'est le CRM? Est-ce que c'est un agenda perso? Pour que, justement, toute cette notion de relance, elle puisse être faite de manière hyper carrée. Et je vais te répondre peut-être avec dureté pour beaucoup de gens. La bonne organisation pour les relances, c'est celle qui vous permet d'être au courant qu'il y a des relances. C'est celle qui vous permet de les voir. Et moi, j'avais dans mon agenda à l'époque où j'étais commercial des plages horaires dédiées aux relances. Et j'aime beaucoup ce qu'on fait d'ailleurs chez Akiro, qui est de se dire, là, de telle heure à telle heure, je fais pas les relances, mais je fais les confirmations de rendez-vous. Et moi, j'appelle ça presque des relances, tu vois. Et je pense qu'il faut organiser votre métier de commercial avec des plages dédiées aux relances. Et qu'il ne faut pas faire des relances à l'appel en mode « Ah, lui, j'ai dit que je le rappelais jeudi, vendredi, etc. » Moi, j'aime bien dire okay. Et d'ailleurs, quand j'essaye même d'organiser mon call pour que mes relances tombent presque un peu tout en même temps, tu vois, et de centraliser. Alors, des fois, tu ne peux pas. Mais ayez des plages dédiées dans l'agenda aux relances. Et ça, c'est hyper important. Et ensuite, le CRM est ton ami, 100%. Et tu n'as pas besoin d'avoir le Salesforce, le HubSpot. Nous, on travaille avec des Google Sheets qui sont super bien faits. Mais juste, soyez assidus quand vous le remplissez. Et d'ailleurs, nous, on est parfois plusieurs à travailler sur le même client. Et c'est de la bonne intelligence, en fait. Et c'est permettre aux gars d'équipe. Et c'est là où, oui, on fait un sport individuel, mais on est quand même une team, tu vois. Et les relances, moi, je trouve, il y a un côté équipe. Il a pris le rendez-vous, ok, mais il l'a pris sur une relance à moi. Et donc, il y a un côté un peu, tu sais, je ne vais pas dire fait une passe D, mais tu vois, il y a un truc un peu comme ça. La relance, hyper important. Et il y a une stat, je ne l'ai plus en tête, je l'avais dit lors du dernier live. Un prospect, il doit vous avoir vu, je crois que c'est 6-7 fois avant de vous accorder un rendez-vous. Et tu HubSpot, ouais. Avant de répondre. Avant de vous répondre. Et pour le rendez-vous, c'est entre 7 et 12. Ouais, et du coup, tu abordes une notion là, c'est le volume aussi. Et qui nous est cher à tous les deux. Aujourd'hui, vous avez une mouvance sur LinkedIn de dire « Ah, je travaille que 1 heure par jour, je travaille que 2 heures par jour ». Moi, je ne crois pas du tout en ça. Et sur le cold call, je préfère faire 2 heures, mais avec de la cadence, plutôt que de faire 4 heures réparties un peu perdues, parce que je crois en l'état de flow. Et dans le cold call, ça existe. Moi, j'ai déjà fait des sessions où je savais qu'au décroché, j'allais prendre un rendez-vous.
Et c'est inexplicable, mais parce que tu es dans un flow et il y a quelque chose qui se passe. Comme quand tu shoots à 3 points et que tu sais que le ballon va rentrer. Et ben c'est pareil dans le cold call. Et j'aime avoir cette sensation-là, tu vois. Et là, je me sens athlète. Et du coup, dans cette discipline, j'aime me dire, je suis un athlète de haut niveau. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse cet épisode tous les deux, parce que le nombre de parallèles que tu fais entre le sport et le cold call, ça c'est évident. On le sait, on a toujours on a tous les deux cette vibe sur le sport. Là aujourd'hui, tu as parlé de la zone de flow, tu as parlé de la discipline. Hormis ces deux leviers, tu dirais que comment le sport t'a permis toi aujourd'hui d'être un meilleur cold caller, / un meilleur coach, / une meilleure personne? Ouais, alors le sport aujourd'hui, j'en fais tous les jours. Tous les jours. Et quelle que soit l'activité sportive. Ça peut être faire mes steps, donc aller marcher. Et si j'ai pas fait mes 12-15 000 pas, je suis pas bien. Tu vois, genre, vraiment, prenez-moi pour un fou si vous voulez. Mais je prends le sport comme une soupape de décompression et qui me permet, dans ce métier à pression que nous avons et ce job d'entrepreneur, de décompresser. Donc ça, c'est une chose. Le sport me permet de tenir au quotidien. Et je vais reprendre les propos que sont les tiens. Je peux tenir très longtemps si j'incorpore un peu tous les jours des moments de liberté et des moments, tu vois, de détente. Moi, et j'aime découvrir des nouveaux sports aussi. Et là-dessus, on se rejoint. Là, je me suis lancé dans l'aventure padel. Et en fait, j'aimerais faire top 1000 français, tu vois. Et donc, du coup, j'aime dans même la façon d'être cold caller, découvrir des nouveaux univers. Et le sport, du coup, m'inculque l'humilité de t'arrives à la muscu, t'as jamais fait de développé couché, bah en fait, la barre vide, elle est dure, quoi. La barre avec juste 20 kilos, on n'y arrive pas et on s'est tous heurtés à ça. Et en fait, tu travailles, tu reviens, t'échoues et tu reviens, t'y arrives. Et parfois, il y a même un truc qui est hyper important et c'est mon dernier parallèle avec le sport, c'est la forme du jour. C'est-à-dire que moi, il y a des jours où je sais que les 100 kilos, c'est de l'eau. Et il y a des jours où tu sais que ça ne va pas être possible, mais en fait, il faut assurer les minima. Et je dis toujours, il vaut mieux une petite séance que pas de séance. Et je pense qu'en cold call, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et il vaut mieux une journée où tu n'as pris qu'un rendez-vous, mais tu as farmé, quoi. Tu sais, tu as travaillé, tu as fait tes trucs, et tu l'as fait. Et quand j'ai fait mon sport, je suis satisfait au même titre que quand j'ai fait du cold call. Tu vois, et puis je m'encourage. Moi, j'ai un rapport presque animal, bestial au cold call. Faut pas me voir quand je fais du cold call. Je célèbre, tu sais, quand je fais une belle journée, mais du coup, quand je réussis pas, tu vois, ça se voit. Au sport, c'est pareil. Donc, ouais, tu vis beaucoup les choses, ça se voit, et tu mets énormément de cœur dans ce que tu fais. Mais d'un autre côté, tu as cette capacité de prendre de la hauteur et de te dire, bon, bah, si je prends pas de rendez-vous, ça fait chier, effectivement, mais je le prends pas forcément personnellement. C'est potentiellement l'objection la plus courante que j'entends quand je suis en tant que self-coach, quand je suis en coaching. C'est là, en fait, le truc, c'est que je fais un appel et automatiquement, je me flagelle, je me dis que c'est de ma faute, etc. J'ai aussi ma vision, mais je suis curieux d'entendre toi ta vision par rapport à ça. Et là, il y a un commercial qui te dit, là, franchement, dès que je fais un appel et je sens que c'est un non, automatiquement, je le prends pour moi. C'est quoi un petit peu tes leviers, toi, pour te dire, c'est pas toi, c'est vraiment, c'est pas ta faute. Surtout quand vous êtes salarié, ce truc-là, il est très dur quand on fait ce qu'on fait, toi et moi, à savoir se vendre soi-même. C'est-à-dire que les gens disent non à Augustin ou à Jed pour un coaching. C'est pas pareil. Quand tu es commercial chez Kiloutou, c'est pas à Jean-Bernard à qui on dit non, c'est à Kiloutou. Et en fait, j'appelle ça le syndrome du CEO. Ouais, c'est ça. C'est à partir du moment où tu es CEO et que tu veux faire de la prospection, tu as plein d'assets qui vont se débloquer parce que tu es le CEO, parce que tu as une stature, parce que tu as un rapport de force, parce que forcément tu as de l'expertise, bref. Tu as aussi deux leviers que tu dois absolument prendre en compte parce que du coup, je pense que tu en as fait aussi des coachings de dirigeants. Le premier levier, ça va justement être ça. Ça va être cette notion de se dire, je vais prendre les choses personnellement parce que c'est mon business. C'est mon bébé. Parce que c'est mon bébé, c'est mon projet. Et même du coup, quand tu es le CEO, mais que c'est pas toi que tu vends, c'est ta boîte, si on te dit non, vous êtes trop cher, non mais attends, tu te rends pas compte de toute l'équipe que j'ai derrière. Donc automatiquement, tu vas le prendre personnellement. Et le deuxième asset négatif que tu vas avoir, le revers de la médaille que tu vas avoir, c'est la notion d'ultra-expertise, ce que j'appelle. C'est, étant donné que justement, tu as tellement d'informations sur ce que tu proposes, automatiquement, en fait, c'est à toi de faire le lien entre qu'est-ce qui va vraiment intéresser mon prospect. Ton prospect va commencer à te poser une question, tu vas déblayer tellement d'informations qu'automatiquement, il va être saturé, il va dire voilà, là, on prend pas de rendez-vous. Mais ça, moi, ça m'énerve particulièrement en plus parce que, mais ça, c'est même dans la vie en général, je pense que moi, les vrais pédagogues sont des techniciens, bien évidemment, mais qui parlent entre technocrates de technique. Là où le pédagogue ultime, l'érudit, sera celui qui va vulgariser. Et moi, j'ai eu un amour pour les vulgarisateurs. Tu vois, dans tout ce qu'on fait. Et en fait, même moi, j'aime me dire que je suis un vulgarisateur
de ce qu'est le cold call, de ce qu'est le sales. Et pour les gens, c'est parfois réduire ce qu'on fait. Mais non, en fait, c'est comprendre quelle est la quintessence de ce qu'on fait. Oui, c'est prendre des rendez-vous. En fait, c'est passer un moment de malade. Et tu vois pas ce que ça déclenche en nous. Et en fait, si on voulait, là, on pourrait avoir une discussion hyper pointue sur, et on s'en est parlé hier, là, en ce moment, je suis en train de voir à quel point est-ce que la preuve sociale, elle est plus forte que la proposition de valeur. C'est technique ce qu'on fait. C'est pas un jeu d'amateur. Et c'est dur. Et être vraiment performant et faire partie de la Ligue des Champions et voir la Coupe du Monde des cold callers, bah, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut travailler. Et pour ça, il faut se faire accompagner, il faut être coaché, et il faut avoir conscience aussi que c'est des années. Moi, la première fois que j'ai pris le téléphone, j'avais 21 ans. Ça fait 8 ans que là, cette année, c'est l'année où je fais le moins de cold call et on en fait, je sais pas, 300, 400, 500 appels semaine. Et je suis celui qui en fait le moins, hein. Je vous le dis direct. 400, 500 appels. Ah, mec, 500 appels semaine, il y a 40 semaines de taf dans l'année. Faites le calcul. Moi, dans ma bio LinkedIn, j'ai écrit plus de 60 000 appels cold call. Un mec, il m'a écrit mytho. Je lui ai dit, ouais, t'as raison, c'est beaucoup plus. et je vous jure que c'est vrai. Et il faut avoir ce truc-là. Mais je te rejoins 100% sur... c'est un noble art ce qu'on fait. Et on doit le défendre et pas vous prenez des rendez-vous. Bah, vas-y, mec, fais-le. Parce que c'est ça qui va faire vivre vos boîtes. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. On est la clé d'entrée de la santé financière d'une entreprise. Mais les gars, oui, les commerciaux, ils mettent des chemises et ils mangent au resto, ils font tout ce que vous voulez. Ok, très bien. C'est eux qui font vivre la boîte. C'est eux qui font vivre la boîte. Mais du coup, en tant que commerciaux, comprenez ça et ayez du coup l'aspect chevalier, noble de ok, je revais l'armure et je vais me battre pour mes gars. Tu vois, et il y a un côté noble des deux côtés. Respectez-les et soyez respectueux envers le reste, quoi. J'ai fait un coup d'œil sur le temps, on va commencer à dépasser tout doucement. Vas-y, tu m'as donné une bonne idée de concept sur ton épisode que je vais te piquer forcément, mais je te crédite parce que c'est important de créditer. Des questions très cash, du coup, ça va être rapide et je te laisse à chaque fois 5 secondes pour donner la réponse. Ouais, très bien. Mais du coup, je vais faire un mix entre ce que tu as fait sur les deux. Il n'y a pas de souci. T'es prêt ? Ton top 3 films. Top 3 films, c'est dur. La ligne verte. Ouais. Gladiator, le 1, le seul vrai. Le seul vrai. Je vais me faire des ennemis. On s'en fait. Et 3, c'est dur. Ça fait 5 secondes. Hein. Ouais. Non, Gladiator, la ligne verte et un film que j'aime bien. Et je vais dire un Will Smith à la recherche du bonheur. Mais juste pour citer Will Smith. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui. Je suis d'accord. Tu vois, j'ai même eu les larmes. J'aime trop Will Smith. Ok. Ton émotion préférée? Il a dit la mélancolie dans mon podcast, donc je vais pas répéter. L'amour. Ok. C'est une émotion, d'aimer, tu vois. Ok, je suis d'accord. Pourquoi la mélancolie, tu me rejoins là-dessus? Parce que je fais partie de cette génération qui, quand il t'arrivait un truc pas bien, tu mettais une musique triste, tu vois. Et on s'enfonçait dans cette mélancolie, tu vois. Et on voulait être dedans. Et moi, j'ai toujours tiré des bonnes choses de ces moments-là. Et que ce soit des moments durs dans ma vie ou autre, j'ai toujours adoré ce qui en sortait, en fait. Parce que c'est la lumière au bout du tunnel, c'est l'après. Et en fait, j'aime être dans cette situation. J'adore le côté underdog, tu sais, sous-estimé. J'aime trop qu'on m'attende pas, tu vois. Et je trouve que la mélancolie, il n'y a pas mieux, quoi. Ça te fait du bien de te replonger dans ces moments un petit peu... Ouais, de ouf. Moi, j'ai des musiques, je la mets, ça me part. Des films aussi. Hein. Ouais, mais 100%. Ça te rappelle des moments. Et t'es triste, quoi. Et tu regardes, il est mort et tout. Moi, ce qui me rend encore... sur l'instant, t'es triste, et puis après, tu dis... Snatch, 3e film. Très bon, on en parlait hier en plus. Ce qui me rend triste, forcément, c'est le moment de le revivre. Et puis après, ce qui me rend encore plus content, c'est là où tu es aujourd'hui. C'est ce qui doit te raccrocher à ça. Et ouais, franchement, je suis assez content qu'on se rejoigne sur ça. Mélancolie de ouf. Je vais pas te prendre plus de temps parce que c'est vrai que là, du coup, je veux l'heure qui file. C'était un épisode que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, tu as partagé beaucoup de valeurs. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais tu as vraiment partagé beaucoup de valeurs. Tu es potentiellement l'une des personnes que je rejoins le plus aujourd'hui sur le sujet du cold call, sur nos méthodes, sur nos manières, etc., sur la manière de travailler. Donc, je vais mettre tous tes liens en description. Est-ce que là, toi, aujourd'hui, il y a quelque chose que tu devrais pousser, que tu voudrais pousser Allez donner de la force sur tous les réseaux. Là, il y a le projet d'être vraiment une référence du sales coach en France et pas que. J'ai beaucoup, et je le dis publiquement, d'ambition sur ça. J'ai envie de transmettre ce que le sales m'a apporté et ce qu'il peut apporter dans la vie en général. C'est au-delà d'être juste un sales coach, c'est je veux montrer ce que les qualités que nous avons en tant que commercial permettent d'être dans la vie. Et ça, j'aimerais le transmettre. Donc voilà, allez suivre sur LinkedIn, YouTube, Insta, TikTok. Et surtout, restez à l'affût parce qu'il y a plein de choses qu'on va faire ensemble. Et puis voilà, début d'une belle aventure où on se régale, quoi. Trop cool.
Merci beaucoup, Jed. Merci à tous. On se dit à très vite. Allez, ciao. Ciao.